prophétie et prophétie. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21. C'est le 14. L'une des grandes révélations de ces choses, c'est qu'à chacune de ces choses qui vont se passer, vous allez voir ces résultats-ci. Et les gens vont toujours dire qu'on n'a jamais vu ça, ça fait longtemps. Dans des moments, ça a des années lointains qu'on puisse voir de telles similitudes. Parce qu'on est dans un espace prophétique terrible pour la manifestation de l'homme de ténèbres. Quelque chose va se passer, 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 je vous le dis. Souvenez-vous, le point de départ de toutes ces choses, c'est 2025. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur prépare son armée, Satan prépare son armée. La lumière et les ténèbres sont sur le point de se rencontrer et faire des confrontations dans toutes les strates de la vie humaine. Le réveil des ténèbres, le réveil de la lumière. Quelque chose va se passer. À partir de 2025, nous sommes au 15e point maintenant. 15e point. Grande déclassification sur plusieurs dossiers dormants. Alors, le mot déclassification va commencer à se faire entendre dans beaucoup de strates de la société, dans les pays occidentaux, en Amérique. Des choses qui étaient gardées dans la moire, des choses qui étaient cachées top secret dans la moire, on va les mettre au grand jour pour ouvrir les dossiers de ces tiroirs-là et faire connaître au grand public des choses cachées. Et puis, comme avait dit le Seigneur, il n'y a rien de caché qui ne viendra au bout du jour. Il y aura des fuites de dossiers, des déclassifications massives. Alors le mot déclassification donc va venir sur la scène 2025 et suivant. Beaucoup de dossiers cachés depuis la nuit des temps sur des sujets tels que les meurtres, des désastres, des découvertes n'ont pas été faites. Vous verrez donc le mot déclassification faire la une des journaux. Bon les potes, accrochez-vous, parce que ce que je vais vous raconter, c'est une page d'histoire que la France n'a jamais voulu ouvrir, jusqu'à aujourd'hui. Le 30 juillet dernier, Emmanuel Macron envoie une lettre à Paul Biya, le président du Cameroun. Et là, surprise, il écrit noir sur blanc le mot interdit depuis 65 ans, guerre. Oui, il reconnaît enfin la guerre menée par la France au Cameroun entre 1945 et 1971. Jusque-là, dans les discours officiels français, on disait événement, trouble, opération de maintien de l'ordre. Bref, tout sauf ce que c'était vraiment, une guerre coloniale sanglante. Flashback, 1948, naissance de l'UPC, Union des populations du Cameroun. Des mecs comme Ruben Oumniobé rêvent d'une indépendance réelle, pas pilotée depuis Paris. Problème, leur mouvement devient trop populaire.
Résultat, en 1955, l'UPC est interdite. Et là, la France passe en mode opération totale. Maquis bombardés, villages rasés, camps de regroupement forcés, torture. Les historiens parlent de dizaines de milliers de morts. Septembre 1958, Ruben Oumniobé est abattu par l'armée française. Novembre 1960, Félix Moumié, autre leader UPC, est empoisonné au thallium à Genève par un espion français, William Bechtel. Cette reconnaissance vient après 2 ans d'enquête d'une commission d'historiens franco-camerounais menée par Karine Ramondi et Blik Bassi. 1000 pages, des archives, des témoignages. Mais alors, après les mots, les actes? Pour l'instant, Macron parle de réparation symbolique. Au Cameroun, cette lettre tombe en pleine campagne électorale, avec Paul Biya qui vise son 8e mandat à 92 ans. Conclusion, 65 ans de déni et enfin un mot lâché. Mais la réconciliation, ça se construit pas qu'avec des lettres. La France a mené une guerre au Cameroun pendant la décolonisation. Ces mots inédits sont ceux d'Emmanuel Macron dans un courrier adressé à son homologue, Paul Biya. Conclusion d'un rapport d'historiens qui pointe les violences commises par l'armée française et les autorités coloniales contre les mouvements insurrectionnels camerounais avant l'indépendance du pays en 1960. Nouvelle étape de la politique mémoriale également du président français vis-à-vis de plusieurs anciennes colonies françaises en Afrique. C'était déjà le cas pour l'Algérie et le Rwanda. Juliette Lafont. C'est un terme qui était jusqu'ici absent des discours officiels. Emmanuel Macron reconnaît que la France a bien mené une guerre au Cameroun contre des mouvements indépendantistes et d'opposition lors de la période de décolonisation. La lettre, envoyée par le président français à son homologue Paul Biya, signe un tournant mémoriel entre les deux pays. Les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple au Cameroun. Il me revient d'assumer aujourd'hui le rôle et la responsabilité de la France dans ces événements. Ces déclarations endossent les conclusions remises par une commission d'historiens franco-camerounaises, mandatée dès 2022 par Paris et Yaoundé pour faire la lumière sur ces événements. Dans leur rapport de plus de 1000 pages, remis à Emmanuel Macron et Paul Biya en janvier 2025, ils notent que la guerre s'est poursuivie après l'indépendance du Cameroun en 1960, avec l'appui de la France aux actions menées par le régime autocratique et autoritaire d'Amadou Ahidjo, et a sans doute fait des dizaines de milliers de victimes. Un rapport qu'avait alors salué le président camerounais. Il s'agit en définitive d'un travail de thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. Un comité franco-camerounais doit désormais voir le jour pour poursuivre le travail de transparence sur la période coloniale. Aucune réparation politique ou judiciaire n'a en revanche été annoncée. Le Cameroun et la France ont une histoire longue, ancienne. Vous savez que le Cameroun était une colonie allemande. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, la colonie allemande qui était le Cameroun était placée sous mandat de la France. Et c'est ici que nous avons commencé notre histoire avec la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, le Cameroun était de nouveau placé sous la tutelle de la France. Nous étions administrés, gouvernés par des hauts commissaires français. Et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait mes études au Cameroun, au lycée Leclerc, qui était un lycée dirigé par des professeurs français. Vous êtes sur France 24 et c'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus à la une ce soir. Le président français Emmanuel Macron reconnaît le rôle et la responsabilité de la France dans la guerre au Cameroun durant la période coloniale, dans une lettre adressée à son homologue Paul Biya. Un processus de paix menacé en RDC. L'armée congolaise accuse le M23 d'avoir mené récemment de multiples attaques contre ses positions dans l'est du pays. Des groupes armés avaient voulu les détruire. Les manuscrits anciens de Tombouctou sont de retour. Un moment historique pour le Mali. Plus de 200 caisses de documents d'un trésor qui remonte au XIe siècle.
Une guerre a eu lieu au Cameroun, au cours de laquelle les autorités coloniales et l'armée française ont exercé des violences répressives de nature multiple dans certaines régions du pays. C'est avec ces mots qu'Emmanuel Macron reconnaît la responsabilité de la France dans la guerre au Cameroun durant la période coloniale. Dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya, le président français endosse ainsi les conclusions d'un rapport d'historien qui lui avait été remis en janvier dernier. Et justement, parmi ces historiens, Karine Ramondi qui nous a rejoint, elle est coprésidente de la commission mixte franco-camerounaise. Alors, merci d'être avec nous. Tout d'abord, quelle est l'importance de cette reconnaissance de la part d'Emmanuel Macron ? Je crois que l'importance justement de cette reconnaissance qui était très attendue, une reconnaissance d'une guerre colonisation, même titre, la guerre d'Algérie et la guerre d'Indochine, une guerre qui s'est soldée par des dizaines de milliers de victimes et qui aujourd'hui obtiennent une forme de réparation en étant au cœur d'une reconnaissance faite par le président de la République française, Emmanuel Macron. Je rappelle qu'en 2017, au début des années 2000, le Premier ministre François Fillon avait évoqué qu'il ne s'était rien passé au Cameroun. Et on peut mesurer aujourd'hui à quel point la vérité, la reconnaissance de ce qui s'est passé entre 1945 et dans plusieurs décennies a véritablement son importance aujourd'hui. Les historiens, évidemment, et l'équipe que j'ai dirigée, cet historien français, cet historien camerounais, aujourd'hui mesure l'importance qui a été rendue et l'importance aussi du travail de recommandation que nous avons fait, et qui sont évidemment au cœur de l'actualité ce soir. Et pourquoi, d'après vous, Karine Ramondi, une reconnaissance maintenant ? Vous savez, c'est une reconnaissance qui était attendue. On attendait depuis fin janvier des remises successives en France et puis au Cameroun. Les historiens de la commission et le volet artistique et patrimonial attendaient depuis plusieurs semaines, voire mois, de savoir si Emmanuel Macron allait aller au bout de ses engagements qu'il avait pris en juillet 2022 à Yaoundé. Et évidemment, tout ceci prend du temps. Il faut que les choses soient étudiées. Il faut évidemment que tous les termes soient pesés, je suppose, diplomatiquement, politiquement. Mais je suis contente ce soir que les choses arrivent. Je pense que beaucoup pensaient que ça n'arriverait pas. Beaucoup pensaient qu'on ne serait pas capable de travailler d'ailleurs ensemble. On a remis ce rapport et aujourd'hui, suite à nos recommandations, le travail a payé. Le travail a payé, est-ce qu'il est terminé ? Est-ce qu'il reste encore des zones d'ombre à éclaircir ? Vous savez, l'histoire, personne n'écrit l'histoire une fois pour toutes. Certains le pensent, mais je pense que tous les historiens ont tout de même une forme, d'humilité qui consiste à dire que nous avons écrit ce rapport. Il y a des pistes de recherche qu'il faut aujourd'hui continuer à explorer. Elles sont d'ailleurs notifiées dans le rapport. Moi-même, nous avons un la recherche continue. On ne peut pas dire que l'histoire est écrite une fois pour toutes. Et j'espère que les nouvelles générations, et ça fait d'ailleurs partie des recommandations et des pistes ouvertes par la lettre au président Paul Biya de la part d'Emmanuel Macron, il faut que ces pistes de recherche et le travail universitaire, scientifique, artistique et patrimonial se poursuivent. Et enfin, rapidement, est-ce que vous pensez que cette reconnaissance, est-ce qu'elle pourrait ouvrir la voie à des réparations ? Vous savez, cette lettre en soi, c'est déjà une réparation symbolique très forte, une réparation politique. Je pense actuellement à tous ceux qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, de témoigner pour le travail que nous avons mené, et y compris l'équipe de ici. Nous avons évidemment une pensée pour eux ce soir, mais est-ce que ça va vraiment servir ? Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on reconnaisse ce qui s'est
Donc on est déjà dans la réparation symbolique, politique, d'autres réparations peut-être. Je crois que ce soir, il faut déjà se féliciter du travail qui a été accompli. Merci beaucoup Karine Ramondi, historienne et coprésidente de la commission mixte franco-camerounaise. Et je tiens également à m'excuser pour la qualité de la ligne téléphonique. Le Cameroun qui prépare également son avenir avec la présidentielle du 12 octobre prochain. 11 candidats vont tenter de déloger Paul Biya après 42 ans au pouvoir, qui à 92 ans brigue un 8e mandat. Les consignes de vote de l'opposant Maurice Kamto, classé 2e en 2018 et exclu de la course, seront particulièrement scrutées. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Elections Cameroun, l'organe en charge des élections ici au Cameroun, a définitivement clos la première phase du calendrier électoral en cours en publiant la liste définitive des 12 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Sans surprise, on y retrouve Paul Biya du RDPC, Cabral Libi du PCRN, classé 2e en 2018, mais aussi Bello Bouba Maïgari de l'UNDP et Issa Tiroma Bakari du FSNC, tous deux anciens ministres de Paul Biya qui ont rompu une alliance de 20 ans avec le parti au pouvoir. Le grand absent de cette élection présidentielle à un tour sera Maurice Kamto qui se présentait sous la bannière du mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, mais élection sur laquelle il pourrait tout de même peser en donnant des consignes de vote. Son choix sera particulièrement scruté, comme nous l'explique le politologue Stéphane Akoa. Ce que décidera M. Kamto, donner une consigne de vote ou pas, sera à l'évidence déterminant pour la suite du processus électoral, dans la mesure où l'on sait que ces militants pèsent un certain poids et s'ils se reportent en faveur d'un autre candidat, celui-ci pourra estimer qu'il a un pourcentage de voix plus grand à espérer à l'issue du scrutin. Maintenant, reste à mesurer, à évaluer la part de perte d'influence que M. Kamto a sur son électorat traditionnel, dans la mesure où ces changements récents peuvent avoir désorienté quelques-uns de ses soutiens. À suivre également dans les prochaines semaines les tractations qui se poursuivent au sein de l'opposition pour une candidature consensuelle, mais aussi le positionnement des anciens ministres Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma Bakari, tous deux originaires de ce qu'on appelle ici le Grand Nord, une région stratégique pour quiconque veut remporter l'élection présidentielle. La prochaine étape de ce calendrier sera la campagne électorale qui va s'ouvrir 15 jours avant le scrutin fixé au 12 octobre prochain. Et en bref, l'ancien Premier ministre du Mali, Choguel Maïga, a été placé en garde à vue. Ces derniers jours, des dizaines de militaires, dont 2 généraux, ont été arrêtés, soupçonnés de vouloir renverser la junte au pouvoir. Choguel Maïga avait été nommé Premier ministre par la junte en 2021, avant d'être limogé fin novembre 2024. Les tensions s'intensifient en République démocratique du Congo. L'armée accuse le M23 d'avoir mené de multiples attaques contre ses positions dans l'est du pays. Un regain de violence qui a commencé ce week-end et qui menace un processus de paix censé arrêter les combats. Et Matt Livingston est à Kinshasa. Les affrontements avec les rebelles du M23 dans l'est de la RDC ont repris malgré un processus de paix censé mettre un terme au combat. Selon des responsables humanitaires et sécuritaires, il y a eu des combats dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Mardi, l'armée congolaise a dénoncé ce qu'elle a appelé des attaques quasi quotidiennes commises par le M23. Elle a également déclaré qu'elle se réservait le droit de riposter. Le M23, pour sa part, a accusé cette semaine l'armée congolaise de poursuivre des mesures militaires offensives. Le M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle des 2 plus grandes villes de l'Est de la RDC au début de l'année. Sous la pression internationale, notamment des États-Unis, le M23 et le gouvernement congolais ont signé le mois dernier une déclaration de principe qui devait conduire à un cessez-le-feu et à un accord de paix permanent. Des émissaires des 2 camps devaient se rencontrer à Doha, au Qatar, vendredi, pour entamer des discussions sur un accord de paix durable. Mais cette réunion n'a pas encore eu lieu, selon des sources diplomatiques. Sur le terrain, les violences se poursuivent. L'ONU a déclaré que le M23 avait tué plus de 300 civils en juillet dans les zones qu'il occupe. Une accusation que le M23 a démentie.
En Guinée, l'opposition appelle à manifester le 5 septembre prochain contre les militaires au pouvoir. Les Forces vives de Guinée, un collectif de partis politiques et d'organisations de la société civile, dénoncent le projet d'une nouvelle constitution. Il estime que ce projet ouvre la voie à une confiscation du pouvoir de la part du général Mamadi Doumbouya. Les explications avec notre correspondant à Conakry, Malik Diakité. Depuis 2022, les manifestations sont interdites dans le pays, mais l'opposition se dit prête à prendre le risque. Elle appelle ses militants à descendre dans la rue le 5 septembre prochain pour dénoncer le projet de nouvelle constitution. Selon les forces vives, je cite, ce référendum n'a pour objectif que de valider le projet de constitution qui vise à offrir une présidentielle à vie au général Mamadi Doumbouya. Ces partis politiques affirment également que ce nouveau texte viole la charte de la transition qui interdit aux militaires, aux membres du gouvernement et responsables des institutions de la transition d'être candidats aux prochaines élections. Si ce texte est adopté dans sa forme actuelle, il pourrait ouvrir la possibilité au général Mamadi Doumbouya d'être candidat à la présidentielle, comme le souhaitent plusieurs de ses proches. Mais le chef de la transition guinéenne reste encore silencieux sur une éventuelle candidature. Cette manifestation annoncée intervient dans un contexte très tendu entre les militaires au pouvoir et les principaux partis d'opposition qui dénoncent un manque de dialogue inclusif pour un retour rapide des civils au pouvoir. Thiebilé Dramé, figure politique majeure au Mali, est décédé ce mardi à l'âge de 70 ans. Ancien ministre à 2 reprises, il avait été partisan de l'accord pour la paix d'Alger, signé en 2015 avec les groupes indépendantistes du nord du pays, un accord dont la junte au pouvoir avait mis fin l'an dernier. Candidat malheureux aux présidentielles de 2002 et 2007, il était président du Parti pour la Renaissance nationale qu'il avait fondé en 1995. Et l'actualité au Mali, c'est aussi cette restitution de manuscrits anciens entamés par l'armée malienne. Des documents sauvés in extremis de la destruction dans la ville légendaire de Tombouctou. Cette restitution est une première étape, plus de 10 ans après leur transfert à Bamako. Récit d'Émilie Boyle. C'est en camion militaire que les manuscrits de Tombouctou rentrent enfin à la maison. Une restitution célébrée par la population qui a sorti le grand jeu pour les accueillir. Les retours de ces manuscrits aujourd'hui nous rappellent que Tombouctou, à travers ses mosquées et ses universités, était une bibliothèque à ciel ouvert, dont la vocation était l'éducation, la diffusion et la transmission du savoir. Alors que les manuscrits datent du XIIIe siècle, c'est peut-être leur dernière décennie qui a été la plus troublée. Lorsque Tombouctou tombe aux mains des combattants d'Al-Qaïda en 2012, les documents précieux sont évacués en cachette. Ceci afin de les protéger des groupes armés islamistes qui détruisent 4000 manuscrits et 9 mausolées. Si ces 27 000 documents ont pu être sauvés, c'est grâce aux bibliothécaires de Tombouctou qui les ont dissimulés dans des sacs de riz et transportés sur des charrettes tirées par des ânes. Ce premier lot représente plus de 200 caisses, soit 5,5 tonnes, qui retournent aujourd'hui au centre Ahmed Baba. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est une très bonne nouvelle de voir les retours des manuscrits et de voir qu'à présent nous allons être en mesure d'aller au centre Ahmed Baba et continuer nos recherches et continuer à apprendre de nos manuscrits, de l'histoire de l'Afrique. Les manuscrits de Tombouctou couvrent un vaste champ de savoir, comme la théologie, l'astronomie ou même les mathématiques. Ces textes sont un des plus anciens trésors historiques du monde afro-musulman, de précieux témoins des grands empires anciens de l'Afrique de l'Ouest. Et voilà un pan de l'histoire malienne pour refermer ce journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'information continue. Quand l'Esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde.
te amo. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur,